Je voulais d'abord remercier la Fondation Auschwitz et le Musée juif de Belgique pour cette invitation à évoquer avec vous aujourd'hui le souvenir du 20e transport. J'attends que le PowerPoint se mette en place, mais je peux déjà commencer. Donc, d'abord, un petit peu planter le décor, parce qu'en fait, on remarque que dès que les premières ordonnances anti-juives se mettent en place dans le pays, les juifs vont être dès le début relativement réfractaires. Donc la désobéissance commence déjà avec la promulgation du registre des Juifs, où ils ne sont pas nombreux, mais quand même un certain nombre d'entre eux ne vont pas se faire enregistrer. Quand on passe à l'ordonnance de l'Étoile, alors là on voit que beaucoup de Juifs ne vont pas la porter ou vont la porter très rapidement, la retirer, parce que ça constitue évidemment un danger assez important. En juin 1942, quand l'occupant va entamer la mise au travail forcé, notamment sur les chantiers du mur de l'Atlantique, 40% des hommes convoqués ne vont pas se présenter pour ce travail. Donc, et quand, le 27 juillet 1942, la caserne d'Ossins ouvre ses portes, les premiers juifs convoqués ne vont pas se présenter selon les proportions escomptées. Les nazis attendaient 300 entrées quotidiennes, ils ne les ont jamais atteintes. Ça va ? Ah voilà. Donc, sur les 12 000 convoqués pour le travail, seuls 3 900 vont se présenter, tomber dans ce piège de la soi-disant mise au travail obligatoire, qui est en fait une couverture pour désigner la déportation génocidaire vers Auschwitz-Birkenau. Alors, on a ici un petit bilan du transport 20. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a énormément de littérature qui a été faite à ce sujet, notamment par mon professeur qui était Maxime Steinberg, Mark Mikkels, Mark van de Wijngaard, et il y a un film déjà sur le transport 20 réalisé par la télévision israélienne dans les années 70. Donc c'est un sujet qui est bien connu et bien étudié. Donc vous avez 1631 déportés à bord d'un long train qui fait approximativement 35 wagons. On ne sait pas exactement le nombre de wagons. Il faut compter à peu près 60 à 80, ça dépend selon les témoignages, de déportés par wagon. On a 237 évadés, dont 17 vont être libérés à Bourg-Meerbeek par Yura Lifshitz, Jean-Franck Lemont et Robert Mestrio, 26 évadés abattus, 90 évadés repris et redéportés, et 120 évadés pour lesquels l'évasion va être définitive et qui ne vont plus jamais retomber entre les mains des nazis. Alors, vous avez le bilan sur l'arrivée à Auschwitz, les mises au travail et les gazés, le nombre de survivants qui est le double du nombre de survivants de l'ensemble des transports de déportation juive. Alors, on met souvent le focus donc sur le wagon, le seul wagon qui a été ouvert par les 3 camarades de l'Athénée d'Uccle, mais il faut mettre aussi le doigt sur les 219 autres évadés qui n'étaient pas au courant qu'une action se préparait et qui ont, dans leur coin, à l'intérieur même de la caserne d'Ossins, organisé leur propre évasion. Si vous pouvez tourner. Voilà, la première chose importante, c'était qu'il fallait absolument se procurer des outils pour s'évader de ces wagons. Pour la première fois, on va utiliser des wagons de marchandises et il n'y a plus la possibilité, comme ça l'était dans les transports précédents, de s'évader par les fenêtres des wagons de passagers deuxième classe. Alors,
Pour obtenir ces wagons à la caserne d'Ossat, il faut des complicités. Et ces complicités vont être notamment celles de, tout en bas, Abraham Bachmann. Abraham Bachmann qui était le gestionnaire avec son frère des magasins du camp, donc des entrepôts où on stockait à la fois les outils, les vivres, parfois des objets spoliés aussi. Au-dessus, vous avez Rubin Lieberman qui était, donc au milieu, Rubin Lieberman qui était dans l'atelier de cordonnerie du camp et qui a fourni des outils aux détenus. Et tout au-dessus, vous avez Albert Clément. Albert Clément qui, lui, est un petit peu un ancien dans le camp. Il est parmi les déportés privilégiés. Parfois, il doit s'occuper des chambrés des SS. Il est surtout ce qu'on appelle à Dossin un Hofarbeiter, c'est-à-dire un travailleur sur la cour. C'est lui qui doit porter les colis, les amener dans les chambrées, veiller à ce que la cour soit toujours propre et dégagée. Et il travaille également dans l'atelier, tantôt des menuisiers, tantôt des électriciens. Alors, Albert Clément va s'organiser pour se procurer des outils et il va profiter d'un de ses privilèges, c'est que régulièrement il peut se rendre à Anvers chez un quincaillier, un fournisseur qu'il connaît déjà d'avant la guerre, pour effectuer les achats d'outils nécessaires à l'entretien du camp. Quand il y va, c'est lui qui est le porteur de l'argent, mais il est toujours accompagné de SS, bien entendu, pour éviter qu'il ne s'échappe. Et généralement, il s'arrange aussi pour que les SS restent dans le shop, dans le magasin, et que lui passe à l'arrière dans les réserves pour négocier avec les quincailliers des scies supplémentaires, des tournevis supplémentaires, des pinces, des tenailles, enfin ce genre d'outils qui est essentiel à l'évasion. Et le quincaillier remet donc plus d'outils que ceux qui sont commandés par la caserne d'Ossat, et ces outils supplémentaires ne sont pas portés sur les inventaires, donc il peut les rentrer tranquillement au camp. Alors, Albert Clément était aussi chargé, à partir du 20e transport, de répandre la paille sur le sol des wagons et d'y installer les seaux hygiéniques, et donc, par ses fonctions, ayant accès pratiquement à l'ensemble des réserves du camp, des ateliers, il contribue évidemment efficacement à la préparation des évasions. Il n'a pas stoppé son action là parce qu'on sait qu'avant le départ de transport, il doit vérifier en tant qu'électricien les lampes de poche qui vont être remises aux choupeaux, donc les Schutzpolizei, qui vont accompagner le transport, et il va s'arranger pour abîmer ces lampes de poche, pour les rendre moins efficaces, de manière à ce que si des Juifs sautent des wagons, les Allemands ne puissent pas les utiliser pour les repérer, pour tirer sur eux avec précision. Alors, un petit témoignage de Clara Provisure qui le décrit: intrépide, n'ayant peur d'aucun vent. Il avait déjà soufflé dans l'oreille de quelques prisonniers qu'il préparait des scies permettant de faire claquer les barreaux cloués aux lucarnes de chaque wagon à bestiaux. Selon elle, Albert Clément aurait fourni en tout 20 scies, en confiant une à un déporté par wagon. Un autre évadé du transport 20, Heitzig Finkelstein, témoigne en faveur d'Abraham Batzmann, donc tout en bas sur les photos. Abraham Batzmann est magasinier au camp, et d'ailleurs il porte le surnom de frère de l'Aise parce que c'est lui le gardien de tous les trésors de la caserne d'Ossat. Albert Batzmann lui a remis un billet de 20 francs belges et une barre de fer pour faciliter sa fuite. Heitzig Finkelstein est inscrit sur la liste de déportation sous le numéro 878.
Selon son témoignage, il va sauter à 4 ou 5 kilomètres de Louvain et il y a plusieurs évadés dans son wagon. Et alors, à l'intérieur du camp de Malines, on va trouver une ébauche de ce qu'on va appeler le comité des Trois. Le comité des Trois, c'est David Gorski, un communiste stalinien et membre du Front de l'Indépendance, Lon Lando, un artiste anversois de nationalité belge, et Rubin Lieberman, l'homme du milieu, un autre Belge qui est membre du personnel du camp. Alors ce groupe se procure des ciseaux à bois, des leviers, des scies, des vilebrequins. Lieberman de l'atelier de cordonnerie aurait disposé de 1000 francs belges pour acheter des outils en cachette. Lors d'une sortie pour effectuer ses achats, lui aussi ramène des couteaux, des scies, des burins, des tenailles, tout ce qui est nécessaire à faciliter l'évasion. Un autre enjeu est de falsifier les listes. Alors, sans le savoir, avant le départ du transport 20, le 19 avril 1943, la CIPO-SD a arrêté, elle a pratiquement décapité la résistance juive bruxelloise. Alors, ces résistants étaient engagés au sein du FI, Front de l'Indépendance, du groupe de Théodore Angelov, c'est-à-dire la main-d'œuvre immigrée, le groupe armé des partisans, ou d'autres réseaux comme le Linke Polizeion également. Alors, à l'intérieur du camp de Malines, ces résistants qui se connaissent pas tous, mais l'un connaît l'autre, ils vont approcher les privilégiés du camp, et en particulier la secrétaire juive de la Aufnahme, Eva Fastak, que vous voyez là, et ils vont la convaincre de falsifier les listes. Alors, pourquoi falsifier les listes? Parce que ces résistants veulent être rassemblés dans certains wagons que Maxime Steinberg va décrire comme les wagons des évadés, où on a vraiment un nombre important d'évadés par wagon. L'enjeu, c'est d'être rassemblés d'abord. Or, ces gens ne rentrent pas tous à la même date à la caserne d'Ossun. Et en fonction de l'entrée dans le camp, on reçoit un carton avec un numéro de matricule qui désigne la place dans les chambrées, mais aussi la place de l'embarquement dans le train. Donc, il faut convaincre Eva Fastak de falsifier au moins certaines parties de la liste du transport 20 pour que ces hommes soient rassemblés dans les mêmes wagons. Et ici, vous voyez, vous avez Jacques Singizer, Itchek Wollmann, Dina Rosenstein, Félix Fischel Abraham, tout en haut, Abraham Bloder et Tabakman Mayer. Ces hommes-là sont des membres de ce groupe armé de partisans. Tabakman est un pro de l'évasion parce qu'il s'est déjà évadé 2 fois auparavant. Une fois auparavant, il s'évadera du transport 20 et sera repris et malheureusement sa dernière déportation sera définitive. Alors, le partisan armé Jacques Singizer s'arrange aussi avec Eva Fastak pour qu'on ait des wagons dans lesquels on n'a pas de pères de famille nombreuses, par exemple, des gens dans la force de l'âge, des esprits rebelles, parce qu'il y a déjà un climat de rébellion assez fort qui règne à l'intérieur de la caserne d'Ossun. Et donc, ils vont être rassemblés, comme vous le voyez sur cette liste-là, dans un wagon. Et si vous regardez les petites annotations qui sont sur les listes, évadés, vous voyez que le mouvement des partisans va entraîner un appel d'air et que d'autres vont profiter de leur action pour s'enfuir. Alors, la fraude n'est évidemment pas sans risque parce que les traces de l'inscription au jour de la livraison des déportés à l'intérieur du camp sont plurielles. Vous avez des fiches colis, vous avez les listes qui sont établies en plusieurs exemplaires, dont un exemplaire remis à la CIPO-SD de Bruxelles, un qui reste au camp, un qui accompagne le wagon.
et un qui est gardé dans les archives de Malines. Vous avez les fiches dites SD, donc des fiches qui sont conservées au service des victimes de guerre aujourd'hui, et en comparant ces fiches-là avec la liste de déportation, on s'aperçoit que les numéros ne correspondent plus. Alors, il faut aussi échanger ces fameuses plaquettes qui déterminent la place dans les chambrées et dans les wagons. Tout ça, Eva Fastag va vouloir le faire. Alors voilà, vous avez ici dans l'ordre d'inscription sur la liste Abraham Fischel, Jacob Singizer, qui est également impliqué dans l'attaque des locaux de l'AJB le 25 juillet 1942, où, avec 3 autres partisans, donc Itchek Volman, Jacob Singizer et Abraham Fischel, vont s'introduire dans les locaux et essayer d'incendier les listes, les convocations. Et en fait, ils arrivent trop tard et ils vont seulement incendier des copies. Donc l'action est ratée, mais elle n'empêche pas que c'était un coup audacieux. Dina Rosenstein et Pierre, j'ai mis Bloder, mais c'est Broder, ils sont de Charleroi, CDJ et communiste, et Meyer Tabakman, que j'ai déjà expliqué, qui était un multirécidiviste. Alors, si je peux passer au suivant. Voilà, vous avez ici cette résistance juive qui est présentée, avec chaque fois les initiales du mouvement de résistance. Régine Kroschmal, c'était l'Österreichische Freiheitsfront. Henri Silberstein, partisan armé, compagnie mobile des partisans, c'est le groupe d'Angelov. Meisel Baruch, mouvement national belge, vous avez les affranchis, la main-d'œuvre immigrée, le CDJ, Solidarité juive, etc. Donc vous voyez qu'on a vraiment un nombre de résistants important, et les nazis n'ont pas pu identifier ces résistants, donc ils les ont traités comme des juifs raciaux et non comme des terroristes, terme qu'ils utilisent à l'époque pour désigner donc ces résistants. On peut passer à la suivante. Alors ici, vous avez aussi des tentatives d'évasion qui vont se faire individuellement à l'intérieur de la caserne d'Ossat. C'est le cas de Félix Lipschitz, qui dans sa première lettre va... J'ai pas mes lunettes pour lire aussi loin. Donc il écrit « Si j'ai beaucoup de chance, je serai chez toi avant cette lettre. Monsieur Lachmann est ici avec moi et fera la même chose que moi si c'est possible. » Ça veut dire qu'il prépare son évasion déjà à l'intérieur du camp. Et quand il est dans le wagon, il a un mauvais gardien de wagon, c'est-à-dire que dans chaque wagon, les nazis ont désigné un homme responsable à qui on dit « Si vous arrivez... S'il y a le moindre incident en route, à l'arrivée, vous serez tenu pour personnellement responsable, vous et votre famille. » Donc on choisit plutôt des pères de famille avec des enfants, des parents, etc. Et donc ici, Félix Lipschitz envoie « Ma chère Anna, jusqu'à présent, impossible de sauter. Nous avons un mauvais gardien. Sois courageuse. Toutes mes pensées vont vers toi. 1000 baisers, Félix. » Alors Félix va survivre à sa déportation, il va faire partie des 151 survivants du transport 20, et quand il rentre, il retrouve sa chère Anna, qu'il va épouser, avec qui il passera le restant de sa vie. Alors, un autre enjeu est de fermer les portes. Alors, selon certains témoignages, on voit qu'il y a des consignes qui circulent auprès des gens qui sont chargés de fermer les wagons, notamment Mathilde Lipschitz, qui est plus connue sous le nom de Kitty Berenbaum. Donc, elle explique. À ce moment-là, on nous a expliqué qu'il fallait passer par là, soit glisser un couteau ou quelque chose, et au lieu de fermer les crochets d'un côté, les fermer à l'envers.
Nous ne savions même pas que nous faisions partie d'une résistance. C'était le message qui passait. On a résisté dans un sens, c'est-à-dire qu'on était une résistance dans un sens, mais guidée par quelqu'un. Nous ne recevions que des ordres. Comment faire au moment où ils partent? Effectivement, c'était le transport dont des gens ont sauté, des gens ont quand même pu se sauver. Alors, à l'intérieur de la caserne d'Ossat, on a également des facteurs qui vont peser sur l'atmosphère et qui vont décider les détenus à sauter, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, tout ne se passe pas tranquillement. À l'embarquement du transport 20, on a notamment une jeune fille qui est légèrement handicapée mentale, qui voit ses parents non belges embarqués à bord du transport, et elle, étant de nationalité belge, elle ne peut pas les accompagner. Donc elle court à travers la cour, elle franchit la haie des gardiens et elle se précipite chez ses parents. Son nom c'est Betty Israël, Berthe Israël, et elle sera maîtrisée par les SS, tirée par les cheveux jusqu'à une bonne distance des partants, et donc déjà le départ ne se fait pas sereinement. Ensuite, il y a quand même des rumeurs et des bruits qui se répandent à l'intérieur de la caserne d'Ossat. On a également des journaux clandestins, pas tout le monde les lit, mais les bruits circulent, qui font part de massacres et parfois de gazage. Et ce sont des bruits qui se répandent avec de plus en plus d'insistance. Tous les internés de Dossat ont peur de ce que leur réserve cet Est lointain dont personne n'est revenu. On n'a même pas eu de nouvelles. Que sont devenus les 18 000 précédents déportés? Hommes, femmes, enfants? Est-ce que ces mères, ces bébés, ces vieillards, ces malades ont vraiment été mis au travail? La question est lancinante et le climat à l'intérieur du camp est électrique. Alors, on a également des mouvements d'évasion qui augmentent. Vous voyez les transports 16 et 17. On a pour le transport 16 et 17 247, si je sais bien compter, c'est pas mon fort le calcul, 247 personnes qui vont sauter de ces trains. Ensuite, vous avez le transport 18 et 19, dont va s'évader notamment Meyerta Bachmann. Donc, ils sont 67 à sauter. Et suite à ces mouvements d'évasion de fugitifs hors des wagons, qui prennent l'ampleur, les nazis décident d'adapter leur dispositif. On utilise désormais les wagons de marchandises, on part de nuit, on renforce les escortes et on espère par là diminuer les évasions. Alors pour le convoi 20, le premier à partir avec ce dispositif, vous voyez que c'est un petit peu raté puisqu'on a quand même 236 évadés sur 1631 déportés. 26 sont abattus ou blessés mortellement lors de leur fuite et 90 vont être repris et redéportés. Meyerta Bachmann fait aussi partie de ceux-là. Alors, on entend aussi des nouvelles qui arrivent du camp, parce que les nouveaux entrants, ils ont parfois entendu parler notamment de la défaite de Stalingrad, qui donne un choc au moral à l'intérieur de Dossat, où les gens se disent « oui, les nazis vont perdre ». Et aussi, ils racontent, les évadés qui ont été repris, ramenés à la caserne d'Ossat, vont eux raconter leur expérience. Ils ont sauté, le train était gardé, il y a eu des morts en route, on a entendu des coups de feu, ils ont été repris, battus. Alors quand ils reviennent à Dossat, on leur tond une partie des cheveux, ou on marque d'une croix ou d'un brassard leurs vêtements, mais ils ne sont pas forcément gardés, séparés des autres détenus. Donc ils vont raconter ça, et les rumeurs vont se répandre. Si on tire sur les gens, c'est quelque chose de terriblement mauvais. Alors, Shmuel Herchitzek, déporté à 15 ans par le transport 20 et survivant, résume cette inquiétude.
Je n'ai pas entendu que des Allemands auraient laissé sous-entendre que les déportés à Auschwitz étaient voués à la mort. Au contraire, les Allemands déclaraient que nous serions déportés en Allemagne pour la mise au travail obligatoire. Tous les prisonniers avaient cependant l'impression qu'un sort misérable nous attendait en Allemagne. Chaya Weisblum, survivante du bloc 10 expérimental d'Auschwitz, confirme encore que tous à Dossin étaient conscients du danger de mort qui planait sur eux. Ouvertement, il ne nous a pas été dit que nous étions condamnés à mort, mais nous avions tous la conviction qu'on devait mourir. Je ne sais plus si j'ai un slide après ça. Ah ben non, voilà. Donc je reviens à la conclusion. Alors, à Dossin, il n'y a pas véritablement de mouvement de résistance qui soit organisé. La seule mention qu'il y aurait eu ceci vient d'un témoignage de Maurice Heibert, mais Maurice Heibert entre avant le transport 22 du 20 septembre, et donc il n'est pas présent au camp au moment où, par exemple, le comité des Trois ou le groupe de Singizer entrent dans le camp. Ce sont plus des petits actes quotidiens, des petites choses, on est par-ci, on est par-là. Certains détenus donc, qui faisaient partie de la résistance se sont organisés via, en repérant aussi les fortes têtes au sein du camp, parce qu'il y a quand même ce climat d'insoumission aussi qui va poser problème au SS. Et la complicité des internés de longue durée, des détenus privilégiés qui savent quand le convoi va partir, parce qu'on sait aux cuisines, par exemple, on a des livraisons supplémentaires de boulettes et de pain. On voit le brasseur amener des bouteilles de limonade. Donc on sait qu'un transport va se préparer à ce moment-là. Il y a des répétitions de l'appel dans la cour de la caserne. Et donc ces déportés ces internés, ces détenus de longue date, eux connaissent tous ces filons. Et ils vont s'impliquer dans ce mouvement qui n'est pas vraiment, qui n'est pas un réseau organisé. Il faut savoir que cette résistance à l'intérieur de Dossin s'organise en ignorant tout de ce qui se trame à l'extérieur du camp. Alors, sans l'aide évidemment de ceux qu'on appelle les Werkleute, les travailleurs du camp, les électriciens, les menuisiers, les plombiers, les secrétaires, cette évasion de 219 personnes n'aurait pas été possible. Et il faut surtout se dire que les détenus à la caserne d'Ossin n'étaient pas résignés. Tous, presque tous, ont essayé d'échapper à la déportation, soit par des moyens légaux, en faisant appel à l'association des Juifs en Belgique, soit en appelant leur famille ou leurs proches à demander de l'aide à l'extérieur, au recteur de l'ULB, au curé de la paroisse, parfois à des avocats à la cour d'appel, à des hommes politiques, enfin à tout qui on pensait qui pouvait avoir une influence sur son sort. Et il faut dire aussi qu'à l'arrivée, le transport 20 est un transport particulier parce que ça ne se passe pas dans la sérénité comme le souhaitaient les nazis. Quand les femmes descendent, quand les gens descendent des trains, il y a des incidents, les gens sont paniqués, il y a eu des coups de feu également, il y a eu des morts à l'intérieur même des wagons. Et donc, le débarquement et la sélection ne se passent pas d'une manière sereine. Il faut rappeler que la sélection pour le convoi 20 va se passer toujours sur la vieille Judenrampe, la première. C'est un endroit mi-chemin entre Auschwitz et Birkenau, où les gens vont descendre des wagons et la sélection se fait en race campagne. Et de là, les uns vont être dirigés vers le complexe concentrationnaire pour être tatoués et mis au travail, et les autres ne rentrent jamais dans le camp et vont être dirigés vers les nouvelles chambres à gaz crématoires qui ont été installées, qui fonctionnent depuis mars 1943. Les SS vont d'ailleurs se plaindre de cette situation tout à fait chaotique,
parce que ça ne les arrange pas. Pour eux, le gazage doit se passer, la sélection et le gazage doivent se passer dans le calme. Et donc, quand des gens se rebellent, implorent, essayent de se défendre, ça ne les arrange pas. Donc, ils vont écrire à Berlin pour se plaindre de cette situation. Berlin va répercuter la plainte sur la CIPO-SD de Bruxelles, la section anti-juive, qui, elle, va répercuter sur le commandement de la caserne d'Ossat la plainte en disant, écoutez, il faut maintenant aussi que vos gardiens SS se taisent et arrêtent de propager des rumeurs de mort ou des menaces. Donc voilà, je termine là, j'espère que j'ai respecté les temps. Voilà, merci.